rapporte au patrimoine mondial, à l'inscription au patrimoine mondial, l'installation des dossiers. Bon, c'est vrai que après Dougal, je ne sais pas, mais souvenez-vous, les dossiers d'inscription dans le temps, celui de Tunis, c'est 8 pages, celui de Dougal, c'est 3 pages, celui de Djerba, c'est plusieurs centaines de pages. Ça a évolué. Comme quoi, quelqu'un tout à l'heure avait dit que le code du patrimoine devait évoluer. Certainement, puisque le patrimoine est un concept mouvant, évolutif. On parle de monuments historiques, de sites archéologiques aussi, mais on parle aussi de patrimoine immatériel, culturel et immatériel. On parle de patrimoine du XXe siècle, le patrimoine urbain et architectural, avec l'émergence de ce style qu'on appelle arabisant, le style arabisant. On parle maintenant de patrimoine de la proto-industrie. La proto-industrie, chez nous, ce sont les savonneries, les huileries anciennes, les mines, le patrimoine minier et tout ça. Il est normal que le code du patrimoine devait aussi évoluer en suivant les changements, les mutations et le contexte. Donc, je crois que cette séance sera, du moins en partie, consacrée à ces nouvelles perspectives. Sans plus tarder, donc, je passe donc la parole à n'est-ce pas, que vous connaissez tous et vous voyez bien sur l'écran. Mais je tiens à vous rappeler, si vous permettez, que vous devriez respecter qui est de 20 minutes. À partir de 21 minutes, le champ. Bien. Bon, voilà. Pour commencer un problème. D'abord, je suis très heureux et honoré d'être ici, donc sur l'invitation de si Razi Rai, ce colloque qui s'avère, et je peux le dire maintenant en suivant le débat que c'est futur, parce que là, il y a une réunion de spécialistes de différents bords pour parler de la même chose, donc c'est très 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 positif. D'accord. Alors, le code du patrimoine. Le code du patrimoine, donc moi je voudrais lui poser une question. Est-ce qu'elle a été appliquée? Parce que tout le monde veut l'abroger, l'améliorer, l'annuler, je ne sais pas. Parce que, par excuse que c'est inapplicable, bon. Donc j'ai voulu voir dans le détail, est-ce que ce code a été appliqué? Alors, quelles sont les mesures de protection prévues par le code? Ça, le départ. Quel bilan pouvons-nous dresser après 30 ans de sa promulgation? Le code a-t-il été appliqué? Pourquoi? Le code est-il bien écrit? Répond-il aux standards internationaux? Faut-il l'abroger ou le modifier? Quelles sont les conditions pour sa bonne application? C'est à peu près la question que je pose. Alors, le contexte a été largement présenté hier. Donc, le contexte de promulgation de code, c'est l'aboutissement d'un travail sur ce que j'appelle maladroitement l'architecture institutionnelle. Donc, c'est la création de l'agence. Corrigez-moi, messieurs les juristes, si je me trompe. Donc, il y a eu la création de l'agence du patrimoine, il y a eu la création de l'INP, donc il y a eu l'approbation du code du patrimoine en même temps, comme
concomitance avec le code d'urbanisme, parce qu'il y a le lien qui a été présenté. Voilà, donc il y a eu aussi un retour au classement, aux protections après. Et c'est le contexte. Donc, la NEP, parce qu'on va voir qu'elle a évolué elle-même. Hein, la NEP, parce que j'ai eu l'honneur d'appartenir à la NEP de 91-97. Elle était créée pour être, si l'on peut dire, une copie de la Caisse nationale des monuments historiques. Mais finalement, elle a fait beaucoup d'autres choses. Hein. Entre autres, la restauration, qui devrait être normalement faite par l'INP. Et puis, à un certain moment, si on ne dépense pas son argent en voulant faire, donc on a été un peu frileux, donc l'agence, elle était excédentaire, elle ne dépensait pas son argent. Et un jour, un ministre arrive et dit, écoutez, bon, le patrimoine, c'est pas seulement les pierres, etc., même le livre, le théâtre, etc. Et on a créé la protection, la promotion du patrimoine. Donc la promotion du patrimoine, et tout est entré dedans. Voilà, c'est le début. Voilà, exactement. Donc voilà, il faut faire un peu d'archéologie institutionnelle, un peu de l'histoire des institutions pour voir l'évolution, pour ne pas citer les gens ou les personnes, mais citer les évolutions des institutions. Parce que le ministère des Finances, dont on parlait hier, il a une vision d'hélicoptère, il te dit, écoutez, vous avez de l'argent ici, il vous manque là-bas, vous prenez d'ici, vers là-bas, et c'est bon. Voilà. Donc c'était ça le sens. Alors, comme a dit Abdelaziz Doulet, qui était le grand artisan de cette dynamique, cette réforme l'a dit hier, avec bien d'autres personnes, les sites, les ensembles, les monuments, c'est pris directement de la Convention de patrimoine mondial de 1972, qui a été ratifiée par la Tunisie en 1973. Bien sûr, il y a aussi les biens meubles. Donc, je vais me concentrer sur les trois premiers pour voir quelles sont les protections qui ont été promulguées. Donc, voilà, donc ça calque pratiquement ce qu'on a, les définitions dans la Convention patrimoine mondiale, pour dire que le texte, il était au courant, le texte, les gens qui ont organisé il était au courant des textes, surtout approuvés par la Tunisie. Hier, donc la remarque pertinente aussi, Razi aussi, que du moment où ils sont ratifiés, les conventions internationales deviennent pratiquement ils ont un rang supérieur à la loi tunisienne. Alors, les sites culturels. Donc, sites qui témoignent des actions d'hommes, des actions conjointes d'hommes de la nature, y compris les sites archéologiques. Bon, le paysage est engravé dedans, mais il n'est pas clairement défini. Alors, on a inventé cette histoire de plan de protection de mise en valeur. Par contre, ici, inventé, non, parce qu'il y avait le PSLV, on va le voir. Et il faut 2 ministres pour le créer, le délimiter. Il faut 5 ans pour le promulguer. Il faut qu'il y ait des enquêtes, des études préliminaires. Et il faut une coopération sans faille entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Équipement. Parce que là, à la fin, il va se substituer pratiquement au plan d'aménagement urbain s'il existe. Alors, le PPRL, c'est quoi? C'est un plan de protection. Donc, plutôt, la protection. On peut citer le degré de classement de Carthage, c'est un plan de protection, pratiquement. C'est un PPRL. Dans le sens où on ne permet que les interventions légères et qu'il comprend les plans de zone et dispositions réglementaires. Parce qu'un plan d'urbanisme, c'est quoi? Un DEC, il y a un plan plus un règlement. C'est tout. C'est simple. Alors, donc là, les PPRV ou les PSRV, c'est la même chose. On a les cas, par exemple, comme Douga, il est complètement autonome, donc il n'a pas de problème. On a Smith, là, par exemple, qui prend la moitié de la ville, donc il prend une moitié du plan d'aménagement. Et on a le site de Carthage, où il est en fait sur 5 municipalités pratiquement. Donc il faut à chaque fois prendre le morceau qui concerne le plan d'aménagement de la commune pour prendre sa place. C'était ça l'idée de substitution. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, lâche. Donc, nombre de sites culturels délimités, Carthage. Bon, il y a des études préliminaires à l'INP pour Douga, pour Oudma, etc. Mais réellement, je crois, hier, si je me suis si vous pourrez nous corriger, donc il y a 0 PPRV promulgué. Mais Carthage, il a été délimité une fois. Après 5 ans, on n'a pas réussi, on a ajouté une année. Après, on a ajouté 5 ans. La révolution arrive, donc on s'arrête, puis on reprend en 22, etc. Donc si c'est Carthage, ça veut dire la phase 1 de délimitation a été faite, je crois que 2 fois. Une première fois, puis une prolongation,
etc. Pour les autres, c'est des études préliminaires nécessaires de la documentation. Alors, un certain nombre aussi, donc il est à l'étude au vu de sa délimitation. Maintenant, le PSMV, c'est différent, parce que les ensembles historiques personnels, ça veut dire c'est des morceaux de ville qui sont habités, où il y a des actions. Donc c'est un véritable plan d'urbanisme. Parce que là, il faut une délimitation par les deux ministres, il faut 5 ans. Il dit, le code dit aussi, ça suit exactement les mêmes phases que le plan d'aménagement urbain s'il existe. Il comprend quoi? Le plan parcellaire, les dispositions réglementaires, les biens meubles à conserver, les dégradés à réhabiliter, les édifices à démolir, normes d'architecture à respecter, infrastructures, etc. Ça veut dire qu'il faut aller enquêter là-bas. Quels sont les monuments qui sont dégradés, les bâtiments dégradés, à valeur architecturale, etc. Et puis, tout est soumis à autorisation, les travaux relatifs aux réseaux, installation de panneaux, morcellement, lotissement, partage, etc. Tout est soumis à autorisation et contrôle de l'INP. D'accord? Alors, pourquoi? Alors, ça, c'est Bernard Pagan qui faisait partie des gens qui ont des architectes des monuments historiques, qui est venu au cours de Tunis nous enseigner comment faire un plan de sauvegarde. Parce qu'il a fait le plan de sauvegarde d'Avignon. Hein? Bon, et donc c'est un monsieur qui est... alors, le plan de sauvegarde, c'est quoi? C'est un plan d'aménagement urbain ramené à la parcelle. Ça veut dire, la logique hier, j'ai entendu, si vous voyez que les rôles, c'est trop ambitieux, parce que même les parcelles ont... Oui, parce qu'on peut autoriser quelqu'un à construire un étage et son voisin non. Si on veut préserver un paysage ou un point de vue, etc. Donc c'est un plan vraiment détaillé à la parcelle. C'est pourquoi les empreintes c'est difficile. Et le premier obstacle, c'est les occupants. Même si le code prévoit qu'on peut utiliser la force publique pour entrer, pour enquêter, pour relever, pour faire des valeurs, dans la pratique, c'est pas évident lorsqu'on tombe sur des gens influents de point de vue argent ou politique, etc. C'est difficile de faire ça. Donc pratiquement, le plan de sauvegarde est composé d'un plan, et un règlement. C'est qu'un PAU qui est ramassé à l'échelle de la parcelle. Mais on ne peut légiférer que si on a très bien enquêté. Bien sûr, dans le plan de sauvegarde, on doit remettre toutes les autres protection des monuments, les abords, etc. Il n'y a plus d'abord, puisqu'on couvre tout le document. Et c'est un outil qui a été testé dans d'autres lieux, etc. Alors, nombre de secteurs sauvegardés après 30 ans, le secteur sauvegardé délimité, 0. Nombre de PSMV, 0. Il y a eu des tentatives à chaque fois, mais il y a des résistances. L'ASM, elle a presque fait un plan de sauvegarde pour elle, pour essayer de l'utiliser, etc. Voilà, bon, il y a un certain nombre de secteurs sauvegardés, ça vient directement de Margot de 32, donc le secteur sauvegardé, c'est la délimitation. Et puis après, il y a les plans de sauvegarde. On n'a pas dit secteur sauvegardé pour le PTM, pour les sites, on a dit seulement pour les PCV. Donc, donc les plans de sauvegarde n'ont pas été faits. Donc je saute شويه باش نوريكم حكايه حكى عليها البارح سي بو بكر هي حلوه برشا. هي حكايه لي زابور دي مون هيستوريك. يعني راني ابارتير سيرتان فيتيس اسكور فراس. ما نحبش يفو با اتر بلوسكي. هاي نرجعوا خلينا نمسح خلينا نشوفوا نورمال. الوغ لي مونيمون هيستوريك. حبيت نقدم هكا En fait, l'astuce, le mot R, je l'ai exploité, employé hier, c'est pas grand problème. En l'absence de PSMV, l'INP a choisi de classer, de protéger des monuments suffisamment. Ça marche. Voilà. Voilà. Le rouge, c'est les monuments classés protégés. Donc, dresser un cercle de 200 mètres autour de chaque monument, et on a un parapluie sur la Médina. Alors, le parapluie, il sert à quoi? C'est pas précis. C'est tout est soumis à autorisation. Ça veut dire que c'est du cas par cas. Alors que le PSMV, c'est le règlement définitif.
tu peux acheter un étage, tu ne peux pas acheter un étage, tu peux, etc. Et c'est ça la tare, parce que là après, c'est une bataille à chaque fois que l'INP essaie de protéger, les habitants protestent parce qu'ils ne sont pas convaincus, etc. Et donc c'est pas efficace, mais c'est quelque chose, en l'absence de véritable plan local, c'est quelque chose qui a été utilisé. Alors, les monuments historiques maintenant, les bâtiments. Alors, les monuments historiques, c'est bien un immeuble construit ou non, privé ou relevant du domaine public, construit ou non, parce qu'il y a des monuments creusés, hein. C'est pas construit. Les matmata, c'est creusé. Donc, il y a c'est pas construit. Construit ou non, en terre, en mer, etc., privé ou du domaine public. Alors, le classement, c'est très lourd. C'est un décret de classement, un décret, et il y a deux conditions. Le monument doit être en péril, et son occupation est compatible avec sa protection. Et ça engendre quoi? Bien sûr, c'est le ministre chargé du patrimoine, parce que il n'y a pas l'urbanisme, tout est soumis à autorisation, mais dans le classement, il y a participation financière de l'État avec une hauteur maximale de 50%. Et obligation pour le propriétaire de faire les travaux. Alors, si vous enlevez les 50%, il n'y a pas de travaux. Donc, il n'y a pas pratiquement l'État tunisien, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il veut, il n'a pas d'argent, il protège les monuments privés. Quand il protège, il ne fait rien, mais il ne classe pas, parce que s'il classe, il est obligé de dépenser l'argent qu'il n'a pas. Voilà, on n'a pas pris à cette question. D'accord? Alors, impossibilité pour le propriétaire de faire des travaux, en cas d'impossibilité, l'État peut l'acheter à la mer, il faut-il aussi avoir des moyens pour l'acheter à la mer. Ou l'expropriation, le processus juridique, etc. Donc voilà, les monuments historiques, ils jouent un peu, 200 mètres, je vois Alf ou Alfine, etc. On peut les étendre. D'accord? Donc, s'il y a un danger, il y a un arrêté préventif aussi, bon, c'est tout ce l'arsenal juridique pour le classement, pour le privé n'a pas été employé. Il a été envoyé pour les monuments étatiques, parce que l'étatique, ça va de soi. C'est la maintenance, pratiquement, voilà. Donc, la protection. La protection, c'est un peu plus léger. Ça veut dire c'est un arrêté du ministre, où, bien sûr, il peut être à l'initiative de toute personne, pas les associations, généralement ils proposent, etc., lorsqu'ils voient que c'est monument péril. On protège une façade, un bien partiel, un élément qui a une valeur. D'accord? Kif, donc tout est soumis à autorisation, donc c'est pourquoi, pratiquement, on va voir, il y a une présence de protection, mais il n'y a pas beaucoup de classement. Alors, il y a eu, après l'indépendance, pas beaucoup de classements à la haut, pas beaucoup, donc, on va faire un schéma, puisque les protections qui ont été faites après le Code du patrimoine, surtout les 3 dernières années, on note aussi une diversification des typologies. Il y a le patrimoine colonial, entre guillemets, 19-20, qui rentre. Il y a le patrimoine traditionnel, par exemple des ressources. Il y a aussi le patrimoine industriel, comme le mine de Gérissa, etc. Alors là, c'est une courbe qui montre les classements pendant la période de l'indépendance. Donc c'est des chiffres mis en schéma. 853 avant l'indépendance. D'accord? Après l'indépendance, donc voilà, on a des sites, les Ouma, diversifiés, etc. Mais je vais vite, sinon, là, ça va m'arrêter. Voilà, le baron de Danger de Mazar à 89, c'est un bien de la période, c'est daté de 29, période du théâtre de Tunis. Tout ça, c'est la période qui n'était pas considérée comme faisant partie du patrimoine. Si Dawlet El Hadr, en 1994, on a fait une belle exposition à Sorbonne, Carthage, sur le patrimoine colonial. On nous a interdit d'utiliser le mot colonial. On a dit un siècle, 1850, 1950. Mais les gens étaient ébahis. Regardez ça, ce patrimoine, si j'avais il est extraordinaire, on ne le voit pas. Parce que les gens courent, ils ne voient pas les belles façades, toute l'histoire du 19-20 qui s'est passé en Tunisie. D'accord. On l'a classé parce qu'il était menacé de destruction.
Tunis Centre. Exactement. C'est pour ça qu'il a été classé. Exactement, exactement. Donc la reconstruction fait partie maintenant des nouvelles typologies, des sites cartage. Donc il y a, après l'indépendance, il y a très peu. De 99, il y avait 4 monuments, 2000, il y a 14, 2010, 4, 2020, 1, 2021, 45, 2022, 58 et 2024, 91. Donc ça veut dire qu'il y a un grand travail. Hein, et on va voir la courbe, hein, 60, en 92, il y a eu Joya. Au bas, depuis 20, donc il y a pratiquement une reprise de travail de protection donc, importante. Donc ça veut dire qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Mais, donc, est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est nécessaire, mais peut-être insuffisant. D'accord? Alors, diversification de la protection, entrée en liste de nouvelles typologies de patrimoine, outre l'Antiquité islamique, patrimoine de la période coloniale, etc. Jérissa, par exemple, donc l'architecture berbère, Gerba, Farloun, Villa Bezo dernièrement, donc c'est 1929, donc il y a eu un colloque qu'on a fait donc, entre les noms une association sur la protection du seul bâtiment fait par Le Corbusier en 29 en Afrique. Il a visité l'Algérie et fait des projets, mais il a construit pour le propriété Bezo. Il n'a jamais visité la Tunisie, mais il a produit 70 dessins pour la Villa Bezo. Il y a, voilà, donc, Villa Bezo. Alors, donc, les monuments, il y a un schéma global. Depuis 1886, donc ça, le nombre, il est à 53, 105, etc. Le creux des premières années de l'indépendance, puis après cette activité, depuis 21-22, donc il y a une évolution importante de la protection. D'accord? Donc, bilan. 0 PPRV approuvé. D'accord? Un arrêté de délimitation de cartage, oui, plusieurs fois. 0 PSRV promulgué, oui. Protection d'un grand nombre de monuments selon le Code du patrimoine, dans la majorité après 21, de 224. Subvention pour les travaux octroyés, 0. Donc il y a l'astuce, c'est le classement des monuments étatiques, protection des monuments privés. Récupération de grand nombre d'objets archéologiques, meubles volés. Ça c'est aussi un grand travail. Alors, le code a été appliqué? Non. Non, il n'a pas été appliqué partiellement, on peut dire très partiellement. Pourquoi? Parce que je me permets, par des constats, parce que j'étais à la NEP, j'ai suivi l'ILP au cours de Tunis, puis après pour des expertises, etc. Je suis, pendant ces 30 années, je suis témoin, je peux dire qu'il y a une insuffisance financière, tout simplement. Il y a une grande insuffisance financière, non-actualisation de la caisse, c'est-à-dire non-promulgation de la Caisse nationale des monuments historiques. Parce que qui payerait les 50% de subvention? D'accord? Du coût des travaux de restauration pour les monuments classés appartenant à des privés. L'ANEP qui devrait assurer cette tâche a été appelée en 1996 à s'occuper d'autres tâches, dans son évolution vers la MVPPC, avec l'intégration de la promotion culturelle, pour le dire en langage politiquement correct. Alors, l'insuffisance institutionnelle, ministère de la Culture, ministère de l'Équipement, bien sûr qu'il n'y a pas eu la dynamique de coopération au départ. Sans le ministère de l'Équipement, qui a l'expertise sur le plan d'aménagement, le ministère de la Culture tout seul ne peut pas faire. Impossible, il ne peut pas faire. Donc il n'y a pas de collaboration institutionnelle. Insuffisance de cadres compétents. Bien sûr qu'il faut des cadres compétents, il faut les former. Alors le cours, je reviens, le défunt cours de Tunis qui a fait assurer 3 promotions. Et on avait Chaillou avec nous, on avait donc les Algériens, les Marocains, les grands de Rome. Et l'idée, c'est, d'ailleurs, je me réjouis que la bibliothèque est remise en place, donc la formation était axée en 2 ateliers, atelier bâtiment, atelier plan de sauvetage. D'ailleurs, on a pris des exemples réels. C'est l'idée de CHU. On a travaillé sur Sidi Saïd, on a travaillé sur Pastour, on a travaillé sur le Rabat. Donc c'était dans l'optique de même les études de restauration sur des avias, sur des monuments. À chaque année, on prend une typologie. Et donc il y a beaucoup de production réelle. Et la formation, les Algériens et les Marocains ont avancé, nous on est restés.
Et pourquoi? Parce que là, je me rappelle, là, au bénéfice du 30e anniversaire, parce que ça, si on n'a pas, si on n'a pas l'appui politique, on peut le faire. Si on a un appui politique trop fort, ça peut dégénérer. Donc, si, par exemple, à la fin de la restauration du ballon d'Erlangi, qui a été fait entre la NEP et l'INP, c'est Abdelaziz se rappellera. Avec Denis Sage, avec Silot on a préparé un petit document pour dire on ne va pas continuer comme ça. On a créé une entreprise, on recrute des œuvres, on achète de la chaux, etc. Il faut créer une entreprise publique pour la restauration. Qui m'a laissé HTT, une pépinière de formation des cadres pour avoir des entreprises. Il n'y a pas d'entreprise de restauration. Mais oui, mais il n'y a pas de pépinière. Pour créer des bureaux d'études spécialisés. Pour créer le statut des architectes en chef, des architectes du patrimoine. لو انت تحب تنقل فرنسا عندهم شو اسمه عندهم les architectes comme chef des monuments historiques et les architectes du patrimoine de France. Qui va après appliquer le GSMV une fois pour toutes? Mais aussi les régions, les directions régionales de la culture. Est-ce que les inspections de l'INP sont capables, sont outillées, عندهم les cadres pour suivre dans les détails un plan de sauvegarde très compliqué? Non. Donc la formation a été stoppée net. Bon, on ne va pas dire à l'aise ou qui fait, mais elle a été stoppée. Donc on n'a pas besoin, on l'a dit, verbalement, on n'a pas besoin d'acheter dans la restauration. On n'a pas besoin d'acheter, donc c'est bon. Voilà. Ce qui existait, on les a renvoyés. Exactement. Non, mais les livres, la bibliothèque, on a mis dans les caisses de fouilles, les caisses vertes, donc plastique. وبعد لقيناهم خاطيني مع سي بعد تصير لحم بيت جرب يلوج عليهم لقيناهم ورس عليه يرجعوا برضه. Alors, le code est-il bien écrit et répond-il aux standards internationaux? Moi je dirais oui. Si vous aussi pourriez me contredire, je dirais oui, il est bien écrit pour son époque, etc. Faut-il l'abroger, modifier? Pas pour le moment, pour moi. Pour moi, il faut lui donner une chance d'être appliqué, une chance. Oui, l'évaluer après, quoi, on peut le modifier. Par exemple, bon, chaque 10 ans, on va revenir, on va en parler. Donc il faut lui donner, pour lui donner une chance, pour moi, revoir l'architecture institutionnelle. Ça va de revoir les rapports entre l'INP, la NEP, la direction du patrimoine, les inspections régionales, les directions régionales de la culture, etc., les musées, etc., revoir tout ça dans quelque chose qui est cohérent, et puis on crée les conditions de son application. Pallier toutes les insuffisances soient créées. Les textes d'application, oui, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Créer la Caisse nationale des monstres historiques, l'argent, c'est le nerf de la guerre, il n'y a pas de doute. Les équipes mixtes avec cet équipement, on ne peut pas s'échapper. La formation des architectes, mais aussi les conservateurs et les techniciens du patrimoine. Tous ceux qui, les acteurs d'intervention, améliorer l'encadrement des directions régionales, les collectivités locales. Combien d'architectes ou d'urbanistes ou d'archéologues sont dans les municipalités, les communes? Il n'y a pas. Il y a un lycée. Alors, en dernier, et là c'est une proposition que je fais assez basique, donner une force de loi à la charte de Venise de 64. Pourquoi? Parce que c'est la charte internationale, ce n'est pas une convention entre les États, c'est une charte entre techniciens sur la conservation et la restauration des monuments et des sites. Dans la Tunisie a participé à sa rédaction, si Slimane Moustassis a signé. Bien sûr, j'ai suivi Madame la juge qui dit que c'est la doctrine qui précède. Bien sûr, il y avait César Randi qui a fait la théorie de restauro, la théorie de restauration en 64, qui a servi après pour la charte de Venise. Pourquoi? Parce que quand bien même on appliquerait le code du patrimoine, la protection légale, c'est une phase dans un processus lent. Il faut intervenir après. La vraie conservation réelle sur le terrain, c'est la restauration, la réhabilitation, la reconversion. Qui va faire ça? Puis après, l'exposition, la mise en valeur, etc. Donc moi, je propose, on est en 2024, après 30 ans du patrimoine, la prochaine fois, on faisait les 60 ans de la charte de Venise. Oui. Merci beaucoup. De Washington, oui. Merci. Fakhr, pour cette belle exposition, vraiment, oui, c'était clair, c'était didactique, hein, et un bel éclairage sur le code du patrimoine, d'autant plus que vous avez respecté le temps. Hein. À vous maintenant, M. Jalel,
Merci. J'espère que vous verrez la même chose. Alors, écoutez, moi, je suis ravi d'être dans cette maison splendide, qui a été remise en état par les architectes de la SM. C'est quand même pas mal de voir qu'il y a eu une continuité. Et puis, il y a eu le choix qui a été extrêmement bien fait dans le cas. Donc voilà. Et si vous voulez. Oui. Changer de place. C'est pas voilà. Voilà. Alors, j'ai intitulé mon intervention le processus de patrimonialisation juridique et institutionnelle de la République tunisienne. Acquis et revers, espoir et illusion. Alors, pourquoi prendre le mot de patrimonialisation et pourquoi je n'ai pas dit code, hein? Parce que la patrimonialisation est un processus socio-culturel, juridique ou politique par lequel un espace, un bien, une espèce ou une pratique se transforme en objet du patrimoine naturel, culturel, religieux, politique ou économique digne de conservation et de restauration. Vous voyez, c'est une définition qui englobe tranquillement toute la question. Alors à partir de ça, si on peut monter, à partir de ça, voilà le sommaire. Je vais vous parler de l'héritage patrimonial des sociétés orientales, ensuite le regard archéologique des sociétés savantes occidentales, la notion de monument historique à un invariant spécifiquement occidental, le désespoir identitaire, l'invitation à l'action, l'aménagement national pour l'écriture, les étapes de la patrimonialisation, de la codification des coutumes à la coordination des patrimoines. Voilà, je vais essayer de vous dire ça le plus rapidement possible, mais avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire un petit peu d'explication. Alors, merci de bien vouloir entendre une parole professionnelle, celle d'un architecte paysagiste des PLJ et d'un urbaniste de l'Institut universitaire de Paris, sans nom, exerçant en libre pratique, en réponse aux appels d'offres privés ou publics, nationaux ou internationaux. Je ne suis pas fonctionnaire. Ça, c'est une chose qu'il faut bien préciser dans les rapports de fonctionnement. Je ne participe pas à la décision. Je remets des documents que l'autorité utilise ou n'utilise pas. C'est son affaire. Alors, j'ai participé à nombre d'études universitaires, dans le cadre de l'URBAMA, dans le cadre de l'IRMC. J'ai enseigné à titre vacataire à l'ITO, à l'ISTEB, à l'INO. Si on n'est pas fonctionnaire, on ne peut pas enseigner avec une affectation. J'ai contribué aux activités associatives, notamment la SM de Tunis, les Amis de Carthage et l'Association internationale des urbanistes. Et l'association tunisienne des urbanistes, c'est... Alors, pour vous dire, c'est un bonheur de rencontrer des acteurs de l'université, des institutions de la culture, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des collectivités locales. Une question préliminaire s'est imposée à moi. Comment engager le débat patrimonial dont l'objectif serait d'ouvrir les portes de l'intégration des héritages culturels
au processus de développement et d'aménagement du territoire, à l'heure où histoire et culture sont sollicités pour justifier les croyances et les pratiques des mouvements littéralistes et fondamentalistes. On ne peut pas oublier ce contexte. Depuis la révolte d'indépendance en 1956, la société civile tunisienne a su entrer dans la modernité tout en se gardant des conflits religieux. Aussi, quelle ne fut donc pas sa stupéfaction d'assister à la mise à sac d'une exposition consacrée au printemps des arts par les agitateurs qui se sont inventés une mission de protection du sacré. C'était notre contexte au lendemain de la Révolution. Alors, une société civile qui a su se construire au temps de l'hégémonie du parti unique, qui a su conquérir une relation de liberté d'expression et de création face à l'État-parti, omniprésent, a été atterré par le prêche d'un imam de la grande mosquée de Tunis, invitant les fidèles, je cite, à faire couler le sang des artistes mécréants qui osent s'attaquer aux choses du sacré. Une telle prédication qui a semé le trouble dans tout le pays rappelle, s'il le fallait, que la sécularisation de la culture est un combat continu et qu'en la matière, rien n'est vraiment jamais acquis. Alors, dans ces temps de tensions religieuses et subversives populistes, des mosquées protégées en qualité de monuments historiques ont été mutilées, des mausolées ont été défigurés, des églises et des synagogues ont été profanées. Voilà notre contexte. Et à ma communication sur le processus du patrimoine, je ne vais pas m'étendre sur la thématique politique. Elles ont été soulignées par notre professeur de droit. En ce qui concerne l'intégration des législations patrimoniales nationales aux recommandations et conventions internationales de l'UNESCO, ICOMOS, etc. Ça a été dit, il faut souscrire à ça, les codes doivent entrer, doivent marcher avec ça. Alors, je ne peux pas m'empêcher de parler d'Abdelaziz Daouletli pour une raison simple. Il a été le fondateur de l'Institut national du patrimoine, en qualité, où il a été directeur, mais en même temps, il a été vice-président, si je ne me trompe pas, du conseil municipal de Tunis. Donc, si vous voulez, là, c'était une originalité rarissime, une double casquette et une double compréhension de la réalité. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette double casquette, l'ASN n'aurait pas pu poursuivre son travail. Et là, on est obligé de souligner le rôle politique de la société civile. Daouletli a rappelé, au cours de la réunion, la prise de responsabilité de deux personnalités politiques de premier ordre, Mounji Bouslina et Ali Cheouch, ministre en charge de la culture et de l'aménagement du territoire et de l'urbain, qui ont lancé un audit sur le patrimoine. 1993. Cet audit a permis d'ouvrir les débats
le débat sur la patrimonialisation juridique et institutionnelle au cours de nombre de conseils ministériels restreints. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut bien noter. Parce qu'il y a, d'une part, les discours entre collègues professionnels, etc., et universitaires, et il y a les discours des ministres et de leurs hauts fonctionnaires. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, ma communication est consacrée aux acquis de ce processus. En ce qui concerne les réserves, j'en citerai quelques-unes qui illustrent des conflits, des exclusions, qui peuvent être décryptées par le directeur de l'ONP ou du ministre de la Culture. Alors, si vous me permettez, vous avez épuisé la moitié du temps. Eh bien, c'est très bien, cher monsieur. J'ai encore la deuxième moitié, si vous me permettez, avec un peu plus peut-être. Bon. Alors, où j'en suis? Vous êtes plutôt pas ça. Tu me connais. Alors, l'héritage patrimonial des sociétés orientales. À la charnière des 19e et 20e siècles, la pérennité des patrimoines de la Régence de Tunis est d'abord un processus d'ordre social, codifié par la législation sur les biens privés, avant d'être un process d'ordre culturel codifié par un dispositif politique. Il s'agit tout d'abord d'assurer la transmission des maisons familiales dans les villes et les villages, les médinas et les douars, les rouges, les terres cultivables, les seignats et les terrains de parcours de triomphe. Les édifices profanes et religieux, civils et militaires, monuments remarquables du point de vue de l'architecture et significatifs du point de vue historique, sont le patrimoine des dynastes codifiés par la législation sur les biens russes. Les sociétés orientales assurent la transmission des héritages pour assurer la conservation intentionnelle aux fins de l'histoire et de l'architecture. Le regard des sociétés savantes occidentales, le regard archéologique, est focalisé en priorité sur les vestiges puniques romains et byzantins de la Régence de Tunis sous protectorat français. Ce regard archéologique s'est traduit par la création du service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques en 1885. Alors hier, on a parlé de ça, et on a parlé de ça et on a signalé que cette démarche-là a été assumée par des personnalités qui méritent le respect. Cette patrimonialisation n'a pas été... il y a eu un travail universitaire et de première qualité, qu'il ne faut pas oublier. Alors ça a été dit, et ça, je pense que heureusement qu'on le signale. Deuxièmement, la notion de monument historique a un invariant spécifiquement occidental. Alors, je vais vous citer Françoise Chollet, historienne des arts. Elle a explicité le processus de patrimonialisation en disant « Patrimoine, ce beau et très ancien mot était à l'origine lié aux structures familiales, économiques et juridiques d'une société stable, enracinée dans l'espace et dans le temps. Ce thème de patrimoine poursuit une carrière retentissante. Comment? Pourquoi? Analysant le culte moderne des monuments
publiée en 1903 par Alois Riegel. Elle souligne l'apport conceptuel de ce directeur des musées des arts à Vienne, Autriche. La notion de monument historique, solidaire de l'invention des arts et de l'histoire, est un invariant culturel, mais une invention spécialement occidentale. Alors ça, c'est très très important. Les sociétés orientales, donc, sont liées dans la protection aux aspects de la propriété et de la religion. Alors, l'expression date de la Révolution française et à l'avènement des Lumières, le monument historique est reconnu dans tous les temps et toutes les cultures. Pour Vincent Deschamps, géographe, le patrimoine est le support privilégié des mémoires collectives. C'est une construction sociale à dimension spatiale. La patronisation, processus industriel et juridique, a pris une dimension géographique certaine qui interpelle les collectivités locales directement concernées par la gestion du territoire. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus, sur cette évolution de la pensée sur le patrimoine. On ne peut pas en faire un simple monument historique comme ça. Il faut le mettre dans la société. Alors, si on revient chez nous, le désespoir identitaire. Eh bien, le désespoir identitaire et l'invitation à l'action a été faite, je cite deux auteurs absolument extraordinaires, Mahmoud Messéli, écrivain, il dénonce dans son roman Le Barrage, écrit en 1940, les mentalités immobiles et appelle à l'action. Alors, si vous n'avez pas lu, lisez Le Barrage, c'est une merveille. Une merveille d'autant que son invitation à l'action aura des conséquences. Le journal L'Action qui sera fait à l'indépendance fait référence à cette chose-là. Maintenant, il y a un autre auteur, Habib Chebli, qui était à l'Institut national du patrimoine, il a fait un collègue, il a fait sa thèse ici. Habib Ouled Ahmed dit ça. Ouled Ahmed, c'est ça. Habib Chebli Ouled Ahmed. Alors, il a écrit un roman absolument extraordinaire. Il s'appelle La Fêlure, Mémoire d'un Chir. Et il décrit les splendeurs et les décadences de la société. De la société. Le 18 juin 1867, je vous lis juste un tout petit peu, heure de la prière. Je n'ai pas prié. Je ne suis pourtant ni fatigué ni malade. Cela m'a pris d'un coup. J'ai refusé de bouger. Ma femme était intriguée. Elle m'a terriblement rappelé que le médecin avait déjà appelé à la prière. Elle me demande si je suis malade. Elle n'ose pas insister. Vous avez utilisé la moitié de la moitié. Ça va. 5 minutes. D'accord. Je vais activer. Alors voilà. Le Habib Chebli a proposé le problème de la société dans ce contexte religieux. Et le débat est ouvert. Alors, quelle est la prise de conscience patrimoniale? L'invention de l'histoire nationale. Au lendemain de l'indépendance, la création d'États-nations, conceptualisée par Hugo Guébert, ne peut se faire que par l'ouverture à l'international et par la participation aux grandes œuvres de la culture universelle. La fondation du palais de la présidence de la République à Carthage, première en histoire, à l'emplacement de la résidence estivale du résident général de France, est un symbole politique évident.
Et l'historien Grunbaum le souligne. Là où une histoire nationale n'existe pas, on l'invente, on la découvre. Carthage entre désormais dans le champ des Nord-Africains d'aujourd'hui. Parce que, tu l'as souligné à Patrice, les vestiges de Carthage n'étaient pas reconnus. On prenait les pierres, etc., etc. Mais là, cette capacité d'entrer à l'échelle de l'histoire est absolument exceptionnelle. Alors cette participation à la civilisation universelle, elle a été consacrée par René Maheu en 1960. Il faisait campagne auprès des pays récemment indépendants pour qu'ils participent à la sauvegarde du patrimoine partout dans le monde. C'était une parole difficile à entendre pour les hommes politiques du tiers-monde confrontés aux problèmes du sous-développement. Il a pourtant été entendu par le secrétaire d'État aux affaires culturelles créé en 1961 dans la première République tunisienne créée en 1957. En 1965, la Tunisie participe à la création du Conseil international des monuments et des sites, ICOMOS, organisation internationale non gouvernementale par la participation de 25 pays ayant ratifié la Charte de Venise 62/4. Parmi les 25 pays ne figuraient que 3 pays récemment indépendants, la Tunisie, la Jordanie et la Libye. Ce rappel chronologique a pour objectif de souligner la faible participation des pays de la région arabe. À l'évidence, le débat tradition, modernité, qui avait fait agir et réagir Mahmoud Messadi dans le livre des jours, Hossein, racontant sa lutte personnelle pour accéder à la culture universelle, n'était pas d'actualité au lendemain des indépendances. Donc, si on souligne la façon dont les choses se sont faites en Tunisie, c'est pour bien préciser que l'entrée dans la modernité n'était pas, a été quelque chose de conceptualisé. Alors, cette conceptualisation s'est traduite par la fabrication des élites culturelles nationales. Rafik Saïd, premier délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, a exprimé dans une étude sur la politique culturelle en Tunisie, parue en 1970, la nécessaire confiance dans les ressources humaines. Si la Tunisie est pauvre en ressources naturelles, sa grande richesse n'est-elle pas d'en être conscient et d'avoir compris qu'en fin de compte, la richesse essentielle d'un pays, ce sont ses hommes. Rien n'est plus payant, car la culture vise non seulement à accroître les connaissances pratiques de tous, mais aussi à investir dans le capital humain, capital précieux entre tous, tout particulièrement dans les pays jeunes. Rafik Saïd a été un diplomate hors pair. Si Fawzi Mahfouz, qui est ici, lui a rendu hommage dans une conférence, et il faut bien noter qu'il a été président d'un comité d'experts chargé d'examiner la Convention de 1972. Son choix a été salué par acclamation des 60 pays membres de l'UNESCO. Donc, si vous voulez, la fabrication des élites nationales est commencée. Vous devriez conclure. Voilà, je suis presque à la conclusion, ça va arriver. Alors, l'engagement national pour la culture. Raymond Lemaire rappelle que l'ICOMOS, qu'il a présidé depuis 1968, se propose de mettre la connaissance et l'expérience de chacun au service de tous. Au terme d'une brève rencontre avec les autorités tunisiennes, il va jouer le rôle de facilitateur pour accréditer l'aide de l'UNESCO pour le lancement à Tunis d'un projet culturel
initié par deux leaders nationalistes de la première heure. Vous connaissez tous Hassib El Amar et Chédar Picot. L'Association pour la sauvegarde de la Médina de Tunis, créée en 1967 par Hassib El Amar, gouverneur-maire de Tunis, jusqu'en 1971, et l'Institut national d'archéologie et d'art, INA, sous la tutelle de Cheikh Bédine, secrétaire d'État aux affaires culturelles, puis maire de Carthage, s'unissent pour conduire le projet Tunis-Carthage de mise en valeur du patrimoine monumental aux fins du développement économique. Ce projet, qui unit deux héritages culturels, l'un d'Orient, l'autre d'Occident, s'inscrit dans le processus de développement social qu'Ahmed Ben Salah, militant syndicaliste, conduisait en sa qualité de secrétaire d'État au plan et aux finances, à l'économie et aux finances. Il a su plaider auprès de l'UNESCO pour le financement des études. Il a également convaincu le PNUD pour le développement, pour financer la réhabilitation d'un palais dans la Médina, le Dar es-Salaam, pour y loger les experts UNESCO, ICOMOS et ASF. La capacité de ces trois leaders nationalistes pour poser la question patrimoniale en termes de développement économique était en 1970 un événement actuel, intellectuel. Il a été salué par l'UNESCO et par l'ICOMOS. Alors, voilà. Conclusion. Je suis presque à la conclusion, mais j'ai encore un petit peu de choses à vous raconter. Les étapes de la nationalisation, de la patrimonialisation, de la codification des coutumes à la codification du patrimoine. Alors, dans cette codification-là, il y a eu un acteur, attendez, où est-ce que je l'ai dit? Ah oui, il y a eu un acteur, un juriste, Béchir Tekali, il était à la fac, des sciences juridiques, et il a publié un article sur la codification. C'est un document très intéressant qui a permis de lancer. Alors, après l'abrogation de l'ensemble des décrets relatifs aux antiquités et aux monuments historiques de la région du ministre du protectorat, on entre dans la codification. Cette deuxième étape a abouti à la création de nouvelles institutions administratives et politiques et des législations relatives aux monuments historiques et aux sites archéologiques. Le décret de 57 qui porte création de l'INA, le décret 61 qui fixe le secrétariat d'État aux affaires culturelles et le décret de 62 relatif au placement des monuments historiques et des sites archéologiques. Là, les nouvelles administrations ont des instruments pour fonctionner et il y a une organisation politique avec le secrétariat d'État aux affaires culturelles. C'est la première fois qu'on était lié à l'enseignement. C'était une antenne du système de l'enseignement. Alors, la troisième étape, c'est qu'on assiste à une réorganisation nationale, institutionnelle, avec la création de centres d'études. 4 centres d'études ont été créés. L'un pour la civilisation des arts islamiques, un autre pour la civilisation phénicienne, punique et des antiquités libyques, un centre d'études de la civilisation classique des antiquités romaines et byzantines, et un centre d'études de l'histoire du mouvement national. Alors ça, c'était quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été apprécié. C'était une division des corps scientifiques et des acteurs de l'INA en petits morceaux thématiques, mais aussi en organisation régionale. Parce qu'il fallait être dans les espaces. La quatrième étape, nous avons une révision de la législation patrimoniale.
deux lois. Oui, la loi de 1986 relative à la protection des biens archéologiques, monuments historiques et des sites naturels et urbains. Alors, à Marxiste dans l'écrit, on a fait une analyse critique. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Il nous a dit grosso modo qu'on était en train de perdre notre temps avec cette chose. Et surtout, ce qu'il a souligné, c'est que dans un article, l'article 3, la durée d'application de la loi est restreinte. Sont éligibles les œuvres créées, produites ou modifiées par l'homme depuis au moins un siècle. Ce qui n'a pas un siècle ne peut pas être éligible. Alors ça, c'était une restriction considérable. La seconde loi est celle qui suit, celle de 88, relative à la protection des biens archéologiques, monuments historiques, sites naturels et culturels. On change, on abandonne naturel et urbain, on vient site culturel et naturel. Mais celle-ci aussi a été contestée. Alors, ça c'est la conclusion. c'est pas la conclusion, c'est un simple détail. Vous abusez. Donc j'abuse pas, je termine. Regardez, j'ai la page. Requalification institutionnelle et révision de la législation. Le décret de 93 porte en création de l'Institut national du patrimoine en remplacement de l'Institut national d'archéologie et d'art. Ça, c'est le résultat du travail de Manji Boussina, ministre de la Culture, et de M. Ali Chaoud, ministre de l'Équité. L'audit du patrimoine qu'ils ont fait ont permis de publier en février 1994 le Code du patrimoine archéologique, historique et traditionnel et des arts traditionnels, et en novembre 1994, la promulgation du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, ces deux codes sortent en même temps, ils expriment très clairement les interactions entre les deux procédures. D'ailleurs, on ne peut pas délimiter un PSLV ou un PPSLV sans un arrêté conjoint des deux ministres. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce que nous avons avant. La sixième étape, c'est la responsabilité des élus locaux. La loi organique relative aux collectivités locales de 2018 introduit une nouvelle dimension. Les territoires des codes archéologiques doivent être délimités dans le périmètre communal et les communes sont responsables de l'application de ces délimitations dans le cadre du plan d'aménagement urbain. Tous les dossiers doivent être affichés à la commune. Les habitants, les citadins citoyens sont concernés par les patrimoines archéologiques. Vous voyez là, on est arrivé au point terminal de l'évolution. Pour mon compte personnel, je considère que il faut féliciter tous ces gens qui ont travaillé à ça et qui sont arrivés à dialoguer, à comprendre, pour mettre en place des codes qui, bien sûr, comme ça a été souligné au cours de cette réunion, doivent évoluer, doivent être complétés. Mais ça, je l'ai dit tout à l'heure, dans les expertises que nous avons eues au cours de l'audit, on nous dit qu'il n'y a pas un code qui reste comme ça sans bouger pendant on l'a fait et on n'y touche plus. Non, ça évolue. Et bien, c'est toi qui l'enseignes, tu vas nous apprendre à faire évoluer ces choses-là. Ce serait en termes juridiques. Alors, là, j'ai terminé
je vais vous dire encore quelques petites choses. Moi, personnellement, je ne le pas, mais... Regardez. Premièrement, dans les revers, il y a eu la perte du cours de Tunis. On fabriquait des architectes pour le patrimoine. C'était des formations conduites avec des acteurs de premier ordre, auxquels étaient associées les compétences des universités tunisiennes. Ça marchait très bien, et puis bon, là il y a eu un crash. J'en ai un souvenir tout à fait honteux, parce que ça s'est très très mal passé, et l'élimination du cours de Tunis a été une perte grave. Deuxième cas de figure compliqué. Elgem, Habib Bourguiba passe à Elgem et s'aperçoit que le Colisée d'Elgem est habité par plein de gens. Comment? L'occasion Squatté, oui, voilà. Squatté, il y avait des gens. J'ai la photo du squat, je dois vous dire que c'est assez impressionnant. Et bon, lui, il a réglé la question tout de suite, il a dit sortez-moi tout ça, et puis remettez-moi des choses. C'était pas simple. Il y a eu des protestations, les gens qui ont été sortis n'ont pas été relogés correctement. Par ailleurs, au fil du temps, ils n'ont pas été indemnisés. Donc il y a eu des protestations. Des manifestations, et surtout ce qu'il y a eu, l'archéologue Elisine, confronté à cette difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il fait construire un mur autour du Colisée. Résultat, il a été chassé à coups de pierre du Colisée. Il a dû partir de l'échelle. Il a dû partir. Bon, alors, il y a eu là un événement. Le maire de Carthage, c'est Mohamed El Nassar. Le maire de Carthage, pardon, excusez-moi. Alors, il est arrivé, avec son grand savoir-faire de syndicaliste, sa capacité de parler, il est arrivé à une solution. On a relogé une partie des habitants dans des quartiers qu'il avait construits et on a supprimé le mur. Il m'a fait faire un système d'entrée dans le Colisée et les gens ont apprécié. Il a fallu plus d'1 an pour que Edislim puisse revenir. Et quand il est revenu, on lui a confié la suite et il a fait des travaux absolument remarquables à Alger. On arrête là. Vraiment, voilà, je vous dis, vous avez 45 minutes. C'est pas vrai. C'est beaucoup. Je vous dis juste un truc pour le projet. Là, ils sont à répétition. Non, attendez. Le projet Tunis-Carthage. Le projet Tunis-Carthage. Vous voyez, là-bas, il y a un directeur du patrimoine qui sont là depuis. Et il n'a pas pu le terminer. Alors, Regardez, l'auditoire, c'est impatient. Vous êtes impatient? Excusez-moi. Je termine. Le projet Tunis-Carthage, elle n'a pas pu être terminée
n'a pas pu être achevé, n'a pas pu être arrivé. On ne sait pas ce qui va se passer avec ce projet. S'il faut aussi, si vous avez des informations. Je vous remercie. Personnellement, j'aurais aimé vous écouter davantage. Mais en tant que président de la séance, je dois quand même respecter les normes. Les normes. Il y a un code là. Et j'ai beaucoup apprécié vos références culturelles romanesques. C'est vrai, je connais toutes les œuvres, ça manque de sécheresse. Donc il n'y a pas cette sécheresse des communications, disons, académiques, juridiques et... Non, voilà, c'est ça. Bon, si Youssef maintenant, si Youssef Ibrahim, je l'ai connu au ministère des Affaires culturelles, il a suivi toutes nos réunions préliminaires à la préparation, à la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel. Il a suivi tout le processus. Cyrus, il a occupé pendant plusieurs années le poste de directeur juridique du ministère des Affaires culturelles et il est en fait de la question. Je vous respecte et je ne voudrais pas vous rappeler ce que j'ai dit à vos collègues. Bienvenue à tous. Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère joie de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour explorer et échanger sur un sujet d'une grande richesse et importance, le cadre juridique du patrimoine en Tunisie. C'est un véritable plaisir pour moi d'avoir cette opportunité de plonger dans un domaine aussi captivant et essentiel. Quelle joie également de retrouver des collègues et amis tout aussi passionnés que moi par le patrimoine. Je tiens à exprimer ma gratitude aux organisateurs de cet événement intéressant pour leur initiative et leur invitation, et notamment Siraz El Ghalaï et tous les autres, bien sûr. C'est dans ce cadre convivial et stimulant que nous pouvons ensemble explorer les voies pour améliorer le cadre juridique et institutionnel qui régit ce domaine si précieux. Il est indéniable que ce secteur possède un potentiel considérable en termes de développement économique et social et culturel, bien sûr. Un développement durable et inclusif. Il est tout aussi évident aussi qu'on n'a jamais, ou qu'on n'a pas encore, réussi à exploiter pleinement le potentiel de ce domaine si important et si précieux. Dans le cadre de ma présentation, cette présentation, je me pencherai d'analyser le cadre juridique du patrimoine, le cadre juridique et institutionnel en fait du patrimoine, avec une mise en lumière
de ses atouts et ses faiblesses. Nous allons explorer en profondeur les forces et les faiblesses de ce cadre à travers une analyse SWOT. Une analyse SWOT qui met en lumière les atouts, les points forts et aussi les points faibles et les lacunes. Commençons par les points forts ou les forces de ce cadre juridico-institutionnel. Il est essentiel de noter l'existence d'un arsenal juridique assez complet, couvrant une large gamme d'aspects liés à la protection du patrimoine avec une panoplie d'instruments et de mécanismes de conservation et de protection. Il y a aussi un certain nombre de textes qui sont très importants. Tout d'abord, il y a la Constitution. L'article 49 de la Constitution de la République tunisienne qui consacre un engagement fondamental, celui de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel pour le bénéfice des générations à venir. En vertu de cette disposition, l'État est chargé d'une responsabilité cruciale envers la protection et la valorisation du patrimoine. De plus, bien sûr, il y a le Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, promulgué en 1994, tel que modifié et complété par des textes subséquents qui constituent la principale source du droit de patrimoine culturel tunisien. Ce code comprend 6 titres respectivement consacrés aux sites culturels, monuments historiques, biens meubles, fouilles et découvertes, avantages fiscaux et financiers, sanctions et procédures, dispositions diverses bien sûr et dispositions transitoires. La protection accordée par ce code couvre les monuments historiques et leurs abords, les sites culturels, les ensembles historiques et traditionnels et les biens meubles. Il y a aussi le Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué aussi en 1994. Le CATU et le droit de l'aménagement du territoire constituent un apport important pour la protection du patrimoine archéologique et historique, puisqu'il contribue à pallier aux insuffisances de la protection accordée par le droit du patrimoine culturel, et surtout l'absence de mise en œuvre des mécanismes propres au code du patrimoine, tels que le PPMV et le PSMV. Et je crois que vous le savez tous maintenant, la protection qui est accordée aux ensembles historiques traditionnels et aussi parfois culturels est accordée principalement par les instruments de l'urbanisme et notamment le plan d'aménagement urbain. En l'absence bien sûr de l'application des dispositions du code, des dispositions relatives au PPMV et au PSMV. Il y a aussi plusieurs autres lois, et notamment la loi 88-11 du 25 février 88, portant création d'une agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique historique, telle que modifiée en 1997. Il y a la loi sur la propriété littéraire et artistique, qui prévoit des dispositions protectrices aussi d'un certain nombre d'éléments du patrimoine intangible, notamment le folklore. Il y a le code bien sûr, des collectivités locales de 2018 qui prévoit aussi des dispositions protectrices du patrimoine, surtout à travers le plan d'aménagement urbain. Il n'y a pas que les textes de droit national, il y a aussi les conventions internationales ou les instruments internationaux. La Tunisie a adhéré aux principaux instruments relatifs au patrimoine, surtout ceux adoptés sous l'égide de l'UNESCO, et notamment la Convention sur les mesures pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites du bien culturel, la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, la Convention de La Haye, la Convention des droits, la Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La ratification de ces conventions traduit la volonté de la Tunisie de répondre aux normes et aux pratiques internationales en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine, et d'inscrire son action en la matière dans une perspective de renforcement de la coopération internationale. Donc voilà des points forts de ce cadre juridique. Il y a aussi une multitude d'institutions publiques spécialisées dans le domaine du patrimoine. Ce cadre institutionnel de gestion, de conservation, de mise en valeur du patrimoine culturel de Tunisie comprend plusieurs organismes, principalement le ministère des Affaires culturelles, bien sûr, avec une direction générale dédiée aux chargés du patrimoine, l'Institut national du patrimoine, bien sûr, et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle. D'autres ministères et organismes sont également concernés par la gestion du patrimoine, dont notamment le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, surtout dans les domaines liés au tourisme culturel et à la promotion. Le ministère de l'Équipement, bien sûr, surtout dans le domaine de la création, la délimitation des sites culturels et des ensembles aussi, les ensembles historiques et traditionnels, et à travers les instruments de l'urbanisme, notamment le plan d'aménagement urbain. Dans le ministère du domaine de l'État et des Affaires foncières, surtout dans les domaines liés aux aspects fonciers, qui constituent aussi un volet très important. Le ministère du Tourisme, à travers ces deux institutions sous tutelle, l'Office national du tourisme tunisien et l'Office de l'artisanat, il y a aussi des collectivités locales qui interviennent surtout dans le processus d'élaboration du plan d'aménagement urbain, ces plans qui sont obligés de prendre en considération les sites culturels et les ensembles historiques traditionnels et les monuments historiques aussi. Donc voilà un aperçu du droit du patrimoine culturel de la Tunisie et aussi une cartographie des institutions publiques spécialisées dans le domaine du patrimoine. Si ces aspects soulignent les points forts du cadre légal et institutionnel concernant le patrimoine, il est également crucial de repérer les failles inhérentes à ce même cadre. Quelles sont alors les lacunes qui exigent une attention particulière dans la révision et l'amélioration continue de ce cadre légal et institutionnel? Parmi les lacunes du Code, la prédominance d'une approche conservatoire du patrimoine, reposant essentiellement sur des mesures réglementaires et administratives, arrêtés de protection, décrets de classement, mesures préventives, etc. La lourdeur aussi et la complexité des procédures relatives à certains instruments de protection de mise en valeur du patrimoine, tels que le PPMV et le PSMV. C'est ce qui explique peut-être en partie le fait qu'on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui à mettre en place un PPMV ou un PSMV. La négligence des dimensions liées à la mise en valeur, à l'entrepreneuriat et au partenariat dans le domaine du patrimoine. Dans le Code, il n'y a pas vraiment de disposition concrète relative à ce partenariat-là, avec l'entrepreneuriat et au rôle du secteur privé et au rôle aussi de la société civile dans le domaine du patrimoine. L'adoption d'une approche fortement centralisante, octroyant à l'administration centrale des attributions multiples et complexes. Les attributions multiples et complexes confiées à l'IMP et principalement à l'administration centrale, donc c'est une lacune à prendre en considération lors d'une révision possible de ce code. Les carences au niveau du rôle des collectivités locales et de partenariat avec la société civile. Dans le code aussi, il n'y a pas vraiment de disposition relative au rôle des collectivités locales dans le domaine du patrimoine.
C'est ce qui pose, je crois, problème, et c'est une dimension importante à prendre en considération lors d'un projet de révision de ce code. L'absence de dispositions relatives au patrimoine immatériel. Et ça se comprend. On peut comprendre ça, puisque en date de 1994, l'accent a été mis plus sur le patrimoine matériel que le patrimoine immatériel. Lors d'une révision possible de ce code, il faut prendre en considération aussi cet aspect important. Il y a aussi un décalage ou une distorsion, on peut dire, entre certains éléments du code et le dispositif institutionnel en place, ainsi que les ressources opérationnelles et programmatiques disponibles. Et je rejoins Sifer El-Kharad dans cet aspect. Il y a vraiment une distorsion entre les ambitions, on va dire, ou les dispositions législatives du code et le dispositif existant, le dispositif institutionnel, les moyens humains, les capacités opérationnelles. Et je crois que c'est un élément important aussi à prendre en considération. Le retard dans la publication de plusieurs textes d'application du code. Ce retard peut s'expliquer par, je crois, plusieurs raisons. Il y a l'aspect financier, bien sûr, mais aussi il y a les capacités, encore une fois, les capacités opérationnelles qui manquent. Et il y a des textes qui sont très importants. On ne va pas s'attarder trop sur ça, et on aura l'occasion de discuter, bien sûr, en détail lors des débats. Donc, c'est un point faible aussi du code et du dispositif législatif existant. L'absence de dispositions relatives à la définition du musée, à ses caractéristiques fondamentales et au statut des institutions muséales. Je crois que c'est une faille importante aussi à prendre en considération lors d'un projet éventuel de révision du code, les divergences statutaires entre les principales institutions patrimoniales, EMP et MVPPC. Je crois aussi que c'est un aspect très important à prendre en considération. Il y a une divergence juridique et statutaire. Il y a la MVPPC organisée sous forme d'établissement public administratif, régi par la comptabilité commerciale. De l'autre côté, il y a l'IMP qui est organisé sous forme d'EPA, d'établissement public administratif, avec une application du code de la comptabilité publique, etc., etc. Donc, dans la pratique, ces divergences créent vraiment des problèmes côté avancement dans l'exécution du projet et les aspects opérationnels. Donc, c'est un aspect à prendre en considération parce que cette divergence, ces divergences ont abouti à un chevauchement de prérogatives entre institutions au sein. Et ça, sur le plan intra, entre les deux institutions sous tutelle du ministère de la Culture, la MVPC et l'IMP, mais aussi avec d'autres institutions, telles que l'Office national du tourisme, par exemple, l'Office de l'artisanat, l'Office national du tourisme côté promotion, parce que de par les textes organisant cette grande institution, cette institution allait chercher aussi de faire la promotion du tourisme culturel, des destinations, etc. Donc, il y a lieu à réfléchir sur une sorte d'harmonisation et le développement des mécanismes de concertation, une synergie entre ces institutions concernées aussi par la question patrimoniale. Donc, voilà, puisqu'une analyse soit nécessite aussi de réfléchir sur les opportunités qui se présentent. Il y a les faiblesses, les atouts, les faiblesses et aussi les opportunités. Il y a vraiment un potentiel important, très important même. Donc il y a lieu à stimuler une réflexion créative pour développer de nouvelles formes d'organisation et de gouvernance, de nouvelles approches de médiation et de communication axées sur la qualité, lancer des actions innovantes dans le domaine du patrimoine et du tourisme culturel,
et renforcer le positionnement du secteur du patrimoine dans le développement, dans le processus de développement. Les menaces, encore une fois, les dilutions, le chevauchement, la dilution des responsabilités, le chevauchement des prérogatives entre institutions concernées, la pesanteur administrative, le retard d'exécution, le manque de viabilité et la faible pérennité des projets. De dire que malgré l'existence d'un code de patrimoine et de plusieurs dispositions législatives et réglementaires, la création de nombreuses structures spécialisées et l'adhésion aux principaux instruments internationaux relatifs au patrimoine adoptés sous l'égide de l'UNESCO, beaucoup d'efforts restent à faire pour améliorer de façon significative le cadre juridico-institutionnel du patrimoine de les causes à l'origine de la faible mobilisation du potentiel de développement du secteur du patrimoine renvoie à plusieurs nœuds, dont notamment la carence d'une vision stratégique globale du secteur, partagée et assumée surtout par tous les acteurs intervenants dans le domaine du patrimoine et du tourisme culturel. Je crois que c'est un problème important à prendre en compte. La dilution des compétences et des responsabilités et le chevauchement des prérogatives entre institutions concernées, la faible convergence dans l'action des acteurs. Et je ne veux pas citer des exemples, parce qu'à travers plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans la gestion de l'administration culturelle et la coordination avec les institutions concernées, il y a beaucoup d'histoires, mais c'est un aspect important à prendre aussi en considération. La complexité des procédures réglementaires et administratives, les insuffisances du processus de concentration et de décentralisation. Il y a une faible présence de l'IMT, par exemple, à l'échelle régionale, une faible présence aussi de l'agence à l'échelle régionale. Donc il y a vraiment un grand travail à faire dans le renforcement de ce processus de concentration et de décentralisation. Les carences au niveau des procédures de concertation et de partenariat entre les établissements publics. On ne va pas parler uniquement de partenariat public-privé, mais même le partenariat public-public. Vraiment, il y a un travail à faire. Il entre aussi les collectivités territoriales, il y a la société civile, le secteur privé, du retard dans la publication des textes d'application du code, l'insuffisance des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement des diverses missions qui sont confiées aux différents acteurs, le manque d'attractivité de l'environnement de l'investissement dans les domaines du patrimoine et du tourisme culturel, complexité et lourdeur des procédures administratives, faible qualité des infrastructures de base, difficulté d'accès au financement. Quelles sont les recommandations? À mon sens, il faut tout d'abord définir une stratégie, des objectifs clairs pour le secteur du patrimoine et du tourisme culturel ici, adopter une approche décentralisante et inclusive du patrimoine, définir une approche de législation pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel, engager un dialogue avec les parties prenantes sur les problématiques juridiques relatives aux lacunes du Code du patrimoine, au statut du musée, et enclencher un processus de réforme. Incorporer dans le Code du patrimoine des concepts essentiels, tels que le patrimoine immatériel, l'archéologie préventive, les critères de la valeur universelle exceptionnelle. Améliorer l'efficacité et l'efficience des procédures d'inventaire, de protection et de classement par le biais d'une révision approfondie. Dynamiser la coopération entre les acteurs du patrimoine et du tourisme culturel public, privé et associatif. Instaurer des mécanismes favorisant la concertation et l'implication de la société civile, ainsi que les citoyens dans la gestion et la préservation du patrimoine culturel. Mutualiser les actions de promotion du patrimoine culturel et de valorisation du territoire ou des territoires, et renforcer le processus de décentralisation des concentrations, intégrer au sein du Code du patrimoine des dispositions visant à moderniser le mode de financement du patrimoine en incluant des mécanismes tels que le crowdfunding, le mécénat culturel, afin de diversifier les ressources et de garantir une gestion durable du patrimoine, améliorer le cadre institutionnel du secteur, harmoniser les modes d'organisation de gestion et les approches adoptées par les institutions patrimoniales, et notamment l'IRP et la MRPPC,
analyser les points de blocage et trouver les moyens pour y remédier, renforcer l'autonomie de ces institutions et faciliter leur fonctionnement, définir et mettre en œuvre des programmes spécifiques de soutien aux porteurs de projets innovants et éco-responsables dans ce domaine, et mettre en place une politique de formation dans le domaine du patrimoine et du tourisme culturel, développer la recherche sur le public et construire une offre de qualité, améliorer le climat d'investissement dans le domaine du patrimoine et du tourisme culturel, réduire le nombre de procédures, les délais, prévoir des incitations fiscales, etc., doter l'institution muséale d'un statut adapté et d'un modèle de gouvernance capable de garantir sa viabilité et son rayonnement, et renforcer surtout les mécanismes de suivi, de monitoring et d'évaluation. En conclusion, je vous remercie sincèrement pour votre attention et votre engagement tout au long de cette présentation. Vos questions et réactions sont bien sûr importantes pour approfondir le débat et explorer de nouvelles perspectives. Je vous encourage donc à ne pas hésiter à poser des questions et à partager vos réflexions. Merci beaucoup. Merci, c'était clair et net et constructif. Vraiment. Merci aussi d'avoir respecté le temps imparti. Vous avez parlé tout à l'heure du chevauchement des prérogatives entre l'IMP et l'agence, mais aussi avec la direction générale du patrimoine dans le ministère. Ah. L'autre aussi, l'ONTT, les trois musées. Oui, Trois musées. 3 directions responsables des musées. Petits musées, on a 3 directions. Oui. Vous n'en parlez pas. 3 directions. Une direction au ministère, une direction à l'agence, On arrête là, une direction si vous voulez. à l'Institut. On arrête là. Vous n'en parlez pas, monsieur. Hein? Je regrette. On arrête. Ça, c'est ça. C'est Abdelaziz, on en parlera tout à l'heure, après avoir pris le café. Hein? On pose café, on va... Thank you.